Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 4 août 2025. Moi et ma crève, nous sommes ravis de vous retrouver. La première question de la semaine est de XY Sabat 7. Fidèle supporter de Nice, comment voyez-vous la suite logique de Nice? Ineos laisse complètement à l'abandon Nice. Niveau recrutement, c'est catastrophique. Que des joueurs inconnus, des pays nordiques ou alors de D2 allemandes. Ils font partir pas mal de joueurs cadres. Bouhaddi a un bon de sortie, Shaw et Boga sur le départ. Par contre, ils envoient des millions pour United qui ne jouera aucune coupe d'Europe. Quelle est ta vision pour la suite niçoise? Rachat par un autre groupe serait la meilleure option pour nous niçois. C'est vrai que dans le débat, j'ai d'ailleurs une question là-dessus sur laquelle je reviendrai au cours de ce Face à Pierrot. Dans le débat des pour et des contre la multipropriété, Ineos c'est un cas assez spécial et surtout très décevant d'un club racheté par un grand groupe, un très grand groupe pour le coup, et qui est totalement laissé à l'abandon parce que derrière ils ont fait un investissement évidemment colossal avec le rachat de Manchester United, avec lequel ils arrivent d'ailleurs pas à se dépatouiller. Et du coup, c'est vrai que l'OGC Nice est un peu devenu le pot de pus d'Ineos. C'est évidemment dommage pour le club, qui mérite quand même au minimum d'avoir un investisseur qui s'intéresse au club. Et c'est vrai que le recrutement qui est fait actuellement n'incite pas à l'optimisme du tout. Guigui Lecomte, comment juges-tu la carrière de Samir Nasri? Trouves-tu, comme beaucoup, qu'il a gâché son talent? Et comment juges-tu son travail de consultant désormais? C'est vrai que sa carrière footballistique a été faite de haut et de bas. Longtemps de haut, parce qu'à Marseille, il a été très bon. À Arsenal, il a été très bon. À Manchester City, il a été très bon. En équipe nationale, ça a jamais été ça. Il n'était pas aimé par une partie du groupe. J'avais eu d'ailleurs une info entre les deux matchs de barrage contre l'Ukraine. On m'avait dit il y a 3 joueurs qui ont demandé à Loris d'aller réclamer la tête de Nasri. Et Loris a refusé d'y aller. J'ai donc posé la question à Hugo, qui m'a regardé avec ce petit sourire typiquement Loris, et il m'a dit « Tu es bien renseigné ». Voilà. Donc, à la suite de ça, d'ailleurs, Samir avait demandé à me rencontrer, ce que j'avais évidemment accepté. On avait discuté de façon finalement très cordiale pendant 2 heures de foot, parce que c'est un grand passionné de foot, et ça se voit effectivement dans la suite de sa carrière à Canal, où il est tout à fait excellent, et surtout avec un ton décalé qui, perso, me plaît beaucoup. Lucho 84-68. Que penses-tu du recrutement très malin de l'OL et enfin en adéquation avec les volontés de l'entraîneur? C'est dommage que le club se retrouve dans une situation financière très compliquée pour qu'enfin on se décide à écouter l'entraîneur. Maintenant, le recrutement des 2 milieux de terrain, le tchèque et l'anglais, ça reste quand même des paris assez coûteux, quand même 15 millions pour l'anglais. Donc, je suis un petit peu étonné que l'OL investisse autant sur un joueur inconnu vu sa situation, mais bon voilà, on peut aussi penser qu'ils savent ce qu'ils font. En tout cas, les matchs amicaux sont prometteurs et annonciateurs d'une équipe intéressante. Maintenant, c'est toujours pareil. Il est évident que si Fofana reste, l'équipe sera bien différente que si Fofana venait à être vendu. Musique Shadow Blast. Que penses-tu du mercato parisien où les projecteurs sont plus sur Chevalier et la défense centrale, alors que le plus gros problème se situe chez les latéraux qui ont besoin d'une doublure digne de ce nom, sachant qu'en plus l'affaire Hakimi peut avoir un impact sur sa forme mentale. Hakimi, ça fait un moment qu'il a cette histoire d'accusation de viol sur les épaules. Ça l'a pas gêné cette saison. Je pense que le raisonnement du staff parisien sur une doublure à Hakimi, c'est soit tu vas descendre de plusieurs crans, soit tu vas payer très cher
pour ce qui ne sera qu'une doublure, soit tu te débrouilles avec Zaïre Emery et Joao Neves. Et je pense que c'est plus ça qui est dans l'idée de Luis Enrique. À gauche, effectivement, je pense que ce serait bien d'avoir un joueur pour soulager Nuno Mendes, qui est quand même relativement fragile sur le plan physique. Le raisonnement est quand même un peu le même, c'est-à-dire une doublure, oui, mais à quel prix? Et si c'est pour que ce soit qu'une doublure, c'est dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Donc c'est vrai que c'est problématique. Guigui Lecomte. Florian Thauvin se rapproche de Lens. Comment juges-tu cette arrivée probable et la potentielle plus-value sportive faite par le club? Par ailleurs, est-ce un bon choix pour le joueur, à ton avis? Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de voir un champion du monde revenir en Ligue 1. Écoute, Flo a fait une très belle saison avec l'Udinese, 2 très belles saisons. Il a 32 ans, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte. Il arrive dans une équipe de Lens qui a quand même un déficit technique assez évident dans les postes offensifs. Donc on peut quand même se dire que ça reste une excellente idée. A priori, ce serait pour jouer derrière les attaquants. Donc il faudra voir sa faculté d'adaptation à ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Flo et que je suis ravi de le revoir en Ligue 1. Nico D59. Avec son recrutement clinquant couplé aux difficultés financières de la majorité des clubs français, Strasbourg est forcément candidat à la course à la Ligue des Champions. As-tu des infos sur ce qui pourrait se passer si d'aventure Chelsea et le Racing se trouvaient tous les deux qualifiés en C1? Y a-t-il un risque que Strasbourg subisse la même mésaventure que Crystal Palace? Donc déjà, le recrutement est absolument pas clinquant. Il est copieux, il est très copieux, même trop copieux à mon goût, mais il est pas clinquant. Il y a pas un joueur bling bling dans le recrutement du Racing. Candidat à la course à la Ligue des Champions, pourquoi pas? Toujours pareil, il faut que la mayonnaise prenne parce qu'il y a quand même énormément de nouveaux. Qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient dans la même compète que Chelsea? C'est quelque chose qui avait déjà été anticipé cette saison parce que faut se souvenir qu'à 2 journées de la fin, il y avait une probabilité que les 2 clubs se retrouvent déjà en Ligue des Champions ou en Europa League. C'est quelque chose qui est déjà programmé dans l'esprit des 2 clubs et c'est quelque chose qui, de toute façon, à terme arrivera. En tout cas, c'est à souhaiter puisque je pense que Chelsea va être un vrai candidat à la Ligue des Champions presque toutes les saisons en Angleterre et que Strasbourg tend à le devenir en Ligue 1. Donc c'est ça, c'est que de toute façon, il y a un moment donné où les 2 clubs se retrouveront dans la même compète et il faudra donc que ça se soit anticipé. Mais comme je vous dis, comme ça a failli se passer cette saison, c'est anticipé déjà. Guigui Lecomte, as-tu lu les déclarations d'Oliver Kahn sur le manque d'intérêt de la Bundesliga lié à l'hégémonie du Bayern, qu'il associe au déséquilibre de budget par rapport à son époque? Si oui, qu'en penses-tu? Je pense qu'il est déjà pas gonflé parce que déjà à son époque, le problème était exactement le même. Hein. C'était le Bayern et de temps en temps Dortmund. Enfin, c'était quand même régulièrement le Bayern, même du temps d'Oliver Kahn. Il suffit de voir le nombre de titres de champion qu'il a remporté. Et il est évident qu'aujourd'hui, quand tu fais des beaux parcours en Ligue des Champions, comme c'est quasiment toujours le cas du Bayern, tu engranges plus d'argent et tu creuses l'écart avec avec les clubs de ton championnat. Il y a un football à 2 niveaux. Il y a le football des clubs non européens et le football des clubs européens. Et je dirais même plus loin, des clubs qui jouent quasiment systématiquement la Ligue des Champions et vont minimum en quart de finale. Et là, c'est sûr que les écarts financiers deviennent énormes. Mais j'ai pas de solution pour faire autrement. Le bigot Teddy plutôt, à mon avis. As-tu déjà rencontré Amélie Mauresmo? Qu'en pensais-tu en tant que joueuse? Oui, j'ai déjà rencontré Amélie, notamment dans des tournois de poker de personnalité qu'organisait Ange-Mathieu Bonvarlet. Fille charmante, souriante, ouverte, rigolote, beaucoup de qualité. Joueuse, évidemment, je l'ai vue jouer. J'aurais aimé parfois qu'elle
plus de ses qualités physiques pour avoir un jeu peut-être un petit peu plus puissant que n'était le sien. Je me souviens que j'ai toujours, mais ça c'est peut-être une lubie chez moi, j'ai toujours trouvé qu'elle jouait avec un manche de raquette trop gros. Je lui avais d'ailleurs, me semble-t-il, posé la question, parce que c'est un truc qui m'obsédait un peu. Mais bon, elle a gagné 2 tournois du Grand Chelem, c'est quand même... en France, on prend, hein, c'est pas si souvent. Hein. Ed Fraisse, avez-vous prévu de garder un œil sur le championnat de Ligue 2 l'année prochaine? Qui voyez-vous pour la montée en Ligue 1? Si vous pouviez prendre le temps de saluer les supporters de Nancy, enfin de retour en Ligue 2 après des années de galère à cause de la vente du club et d'une gestion délirante, ce serait sympa. Ouais, un œil, oui, ça m'arrive des fois le samedi de regarder le match de 15h pour patienter jusqu'au match de 17h de Ligue 1. Je pense que Saint-Étienne fait un recrutement assez impressionnant pour un club de Ligue 2. Et puis quant à Nancy, c'est vrai que c'est sympa de retrouver la SNL en Ligue 2 après ces années d'incertitude assez dramatiques sur le plan financier. Et c'est vrai que voilà, quand tu vends le club à des margoulins, tu te retrouves dans des situations très compliquées. Donc c'est une joie de les retrouver, et d'autant plus qu'il y a l'air d'avoir un engouement assez incroyable au niveau du stade. J'espère qu'ils auront résolu leur problème de suspension de tribune, qui me paraît délirant pour un club qui en plus revient en Ligue 2. Antoine Gilou. Que penses-tu du fait que le collectif Ultra Paris arrive dans la tribune Boulogne à partir de la saison prochaine? As-tu de belles anecdotes en termes d'ambiance au Parc des Princes, un stade que tu connais super bien? Alors, quand j'étais abonné au Parc des Princes, j'étais en tribune Auteuil. La tribune Auteuil, c'était rien à l'époque. C'était une tribune qui se remplissait de gens qui venaient au match. L'ambiance, si on peut appeler ça l'ambiance, enfin si l'ambiance avec tous les excès qu'il pouvait comporter, c'était à la tribune Boulogne. La tendance s'est inversée longtemps après mon départ. Moi, j'ai vu qu'un seul match en tribune Boulogne, c'est la finale de la Coupe de France PSG Nantes, où les organisateurs avaient mis la super bonne idée de mettre les supporters de Nantes au rez-de-chaussée et les supporters du PSG à l'étage, ce qui fait qu'il y avait quand même des mecs qui ont chié sur les supporters de Nantes. C'était extrêmement délicat. Sinon, oui, pourquoi pas que le CUP occupe les 2 tribunes et participe à une ambiance encore plus globale et encore plus enveloppante au Parc des Princes. Ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Le Bigot Teddy, as-tu déjà été au Zénith de Nantes? Si oui, pour voir quoi? J'ai été une fois, j'ai été voir Robin des Bois avec Matt Pokora. Voilà. Alex, fan de sport. Concernant les relations entre le foot français et beIN Canal, ne te retrouves pas que la LFP devrait répondre à leur demande plutôt que de risquer de se fâcher définitivement et de perdre une rentrée certaine d'argent? C'est trop tard, hein. En tout cas, avec Canal, c'est vraiment trop tard. Même si je trouve que Canal en fait beaucoup là dans la vengeance, dans le style vengeance du serpent à plumes. Alors, je suis pas certain qu'il faille prendre pour argent comptant les articles qui disent que beIN et Canal ont juré la perte du football français. C'est vrai que je comprends pas bien la décision de Canal de ne pas au moins distribuer la chaîne, ce qui aurait pu leur rapporter 20 ou 30 millions de redevances. Après, je pense que, à moins que les demandes de Canal aient été insensées et impensables, ce que je ne crois pas, je pense que ça aurait été quand même une bonne idée pour la Ligue de remettre Canal dans le jeu, et que c'était peut-être reculer pour mieux sauter. Maintenant, malheureusement, c'est trop tard, et je pense qu'avec beIN, là aussi, c'est très compliqué. Après, beIN a signé un contrat et il veut revenir sur le contrat après. Donc, ça aussi, c'est un petit peu complexe, quoi.